Bien, pour cette partie 2, on n'oublie pas de bien consulter le texte qui nous fixe ici un objectif. Cet objectif, c'est d'abord de calculer le couple que devra transmettre notre système et puis de proposer des éléments de reconception, même si on se rend compte que le sujet est un petit peu déséquilibré dans cette partie-là. Le gros du travail, ça sera dans les questions de 1 et de 2. On nous propose une vue ici mise à jour de notre système avec donc un demi-carter avant qui a été allongé et on laisse la place pour que entre la couronne 19 et l'écrou 23 on puisse mettre en place, concevoir un nouveau système qui permettra donc de désaccoupler la pièce 19 de la pièce 23 de façon à laisser la liberté à la broche de notre perceuse ici de revenir en arrière sans qu'on ait besoin de changer le sens de rotation du moteur et être obligé de revenir à la même vitesse d'avance qui est relativement lente et puis qu'on va analyser dans les questions suivantes. On nous dit, puisque l'objectif c'est un calcul de couple, ici que les charges qui s'appliquent ici c'est un couple de 4 Nm sur le forêt et un effort d'avance d'à peu près ici 1000 Newtons. La diapo numéro 20 est au cœur de la question 2.1. On nous demande ici de commenter les courbes de simulation qui montrent le couple à transmettre par des accouplements. On va donner d'autres commentaires ici, mais encore une fois, ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est le couple. Les trois axes d'approche qui sont donnés ici, le sont à titre indicatif. On a peut-être ici quand même un petit copier-coller de la forme de tous les sujets qui ont été écrits par ces auteurs-là. On n'est pas obligé de s'arc-bouter à prendre les trois approches. Bien, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans ce système-là. Pour comprendre ce qui se passe dans ce système-là, on a ici pour pouvoir analyser la diapositive numéro 20, il faut d'abord comprendre ce qui est exposé. Dans le coin en haut à gauche, il y a un graphe un petit peu obscur qui nous dit qu'on a utilisé un modèle qui tient compte des inerties. Pour analyser ce modèle-là, rapidement, on peut faire un parallèle soit avec le schéma cinématique, comme je le fais ici, qu'on avait établi dans la première partie, soit avec le diagramme de flux, puisqu'il se situe à mi-chemin entre les deux. L'important, je pense, au départ, c'est de repérer quels sont les ensembles mécaniques et quelles sont les inerties dont on tient compte. Bien, on voit tout à fait à gauche un symbole qui représente ici un moteur. Je pense donc que cet ensemble-là, c'est l'ensemble 4 plus 9 qui va être présent ici. Et on sait que 4 plus 9, par le biais d'un système d'entraînement par engrenage, là, dans la représentation du logiciel que je ne connais pas, on a quelque chose qui semble ressembler à un train épicycloïdal. On doit entraîner du coup la pièce 11 plus 12. Alors 11 plus 12, où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe ici. Elle est représentée par un fameux symbole, donc ici d'inertie. Alors la lettre est à l'envers, peut-être que dans le logiciel, quand l'utilisateur a retourné le symbole, la lettre J a été retournée, mais on reconnaît cette lettre J. Le symbole qui est un petit peu obscur, c'est ce symbole ici, qui représente une élasticité. En fait, l'ensemble 11 plus 12 est peut-être une combinaison de ces deux symboles-là avec une inertie et une certaine raideur qui traduit le fait que la pièce est élastique. On a ensuite notre système de transmission à doigt. Ils ont été obligés de mettre en place ici une équation qui traduit la loi entrée-sortie entre ces deux éléments quand les axes sont désaxés, et de l'autre côté, on va transmettre ça à l'ensemble, donc 18 plus 44, qui lui aussi donc a
une inertie, avec donc encore une fois des transmissions élastiques. La pièce qui va suivre, eh bien, je pense que c'est l'ensemble 19 plus 23. Ce qui confirme ce commentaire-là, c'est que je vois qu'on a un symbole de système vis-écrou et que ce trait-là est relié à l'écrou. Donc, la chaîne du haut, ici, représente notre système donc, de transmission de mouvement à l'écrou avec notre système d'entraînement à doigt qui va faire que la différence de vitesse entre la vis et l'écrou est variable. Notre vis, où est-ce qu'elle est? Eh bien, on sait que le moteur, il entraîne également par son système de transmission la pièce 31, et donc je vais retrouver cette pièce ici ou ici. Je ne sais pas trop entre les deux, peut-être une petite conjonction des deux. Donc cette transmission à la vis, avec encore une fois un rapport de transmission. La vis, elle est bien reliée ici à la vis de mon système vis-écrou. Donc j'ai bien ces deux chaînes de transmission de puissance ici. Bien, ensuite, je ne connais pas le logiciel, je ne sais pas trop pourquoi il a besoin ici de mettre en place une motorisation, peut-être parce que il n'arrivait pas à traduire directement donc le phénomène de double transmission. Mais en tout cas, on peut envisager ici de reconnaître les deux chaînes de transmission. Peut-être que cette liaison élastique, en fait, je l'aurais mise ici, à voir. Je ne suis pas un spécialiste. Dans l'ordre de difficulté croissante, je m'intéresserai ensuite à la courbe de déplacement. Donc on a une courbe de déplacement de 0 ici à peu près 5 secondes. Là, un petit doute ici, on nous parle de déplacement axial du forêt, on nous dit que ce déplacement est en microns. On pourrait considérer quand même que notre système de transmission est peu efficace ou que le perçage est extrêmement lent si en 5 secondes ici, on avait fait un déplacement de 0,025 microns. Peut-être une petite erreur qui émaille le sujet. C'est possible, ça peut arriver. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai deux zone de comportement, entre 0 et 1 seconde, on peut imaginer ici, donc c'est un régime transitoire, et ensuite un régime ici établi, où, vu de loin, eh bien, on a un mouvement donc où le déplacement est proportionnel au temps, c'est-à-dire un mouvement uniforme. On pourrait imaginer que ici on a une portion de parabole, donc mouvement uniformément varié, c'est-à-dire une loi de commande en trapèze de vitesse. Ici, accélération constante, donc vitesse qui varie de façon linéaire, donc mouvement parabolique ici, forme parabolique, et ensuite vitesse constante, donc une représentation affine du déplacement. On peut s'intéresser à la pente de cette courbe-là. Pour ça, eh bien, on revient donc à notre entraînement à doigt. On peut calculer le rapport de transmission. Ce rapport de transmission, alors on a l'impression ici qu'on a un entraînement épicycloïdal. En fait, les pièces 45 et 46, on l'a dit dans la première partie, elles servent juste à équilibrer les efforts sur les trois roues de transmission. En fait, c'est une chaîne de transmission simple. Donc ici, je vais pouvoir tout simplement dire que mon rapport de transmission que je vais appeler de façon tout à fait originale, que je vais appeler R, eh bien c'est... Alors, on va le calculer en valeur absolue. Est-ce qu'on a besoin des plus et des moins? Oui, alors on n'a que des contacts intérieurs, donc visiblement ça sera positif, mais j'ai besoin du produit des nombres de dents des roues menantes sur le produit des nombres de dents des roues menées. Si l'entrée c'est 4 plus 9, la sortie c'est 19 plus 23, et bien ici donc, je vais l'appeler Z4, ça sera 4 plus 9 qui sera menant. Qu'est-ce qui est ensuite mené? C'est 11 plus 12. Et puis de l'autre côté, je vais supposer que
comme je regarde mon système de loin, je ne perçois pas l'entraînement à doigt, donc qu'il a un rapport unitaire. Donc la roue menante, ça sera 18, et la roue menée, ça sera 19. Ces nombres dedans me sont fournis dans le sujet. Ça doit être un truc du style 59 sur 19, et pour l'autre ça doit être du 24 sur 74, et si je fais le calcul, je trouve 1,007. Ça veut donc dire ici que l'écrou tourne légèrement plus vite ici que la vis, et que la différence donc entre les deux, c'est ce 0,007 dans mon rapport de transmission. Du coup, je vais pouvoir déterminer la vitesse d'avance qui est uniquement due donc à cette partie décimale derrière le 1. Le sujet nous dit donc que on a une vitesse de rotation donc de l'arbre qui est de 4000 ici tours par minute. Ce 4000 tours par minute, si je veux le ramener en tours par seconde, je le divise par 60. Ensuite, je vais multiplier par mon 0,007 qui représente ma différence de vitesse. Et pour obtenir la vitesse d'avance, je vais multiplier par le pas, et le pas c'est 10 mm, alors 10 mm par tour. Je me rends compte ici que je vais bien avoir un résultat qui est homogène à des millimètres ou des mètres par seconde. Donc si je conserve ici le 10, je trouve du 4,666 ici millimètres par seconde. Est-ce que je peux retrouver ça dans le graphe? Oui. Si je regarde mon graphe en régime établi, si j'estime sa pente, par exemple, après je régime transitoire entre 1 et 2 secondes, je vois que ma différence est bien de 5 quoi? 5 mm. Donc le déplacement axial ici du forêt n'est pas indiqué en microns, mais il est indiqué en mètres, tout simplement. Donc ce que je peux vérifier à partir de mon rapport de transmission. Si on zoome sur le déplacement axial, donc d'abord je me rends compte que l'échelle ici en ordonnée a changé. Je pense qu'on n'est toujours pas en micron ici, mais qu'on est peut-être directement en millimètres. On pourrait le vérifier ici sur la pente. Bien, avec une excentricité de 0 mm, on a bien notre mouvement uniforme qui correspond donc à ce qu'on a déterminé précédemment. Et dès que je décale les demi-cartères avant et arrière, mon excentricité ici augmente, et je vois que plus cette excentricité est grande, plus les oscillations de la vitesse autour ici du comportement uniforme sont importantes. J'ai bien donc ce phénomène périodique. Attention, c'est pas un sinus non un cosinus pur, c'est la loi de transmission d'un système à croix de Malte, dont on a dit que c'était équivalent par exemple dans notre salle de travaux pratiques à ce qui se passe sur la barrière Sympact. Donc la forme, ici on ne peut pas l'analyser sauf si on établit la loi entrée-sortie, ce qui serait beaucoup trop long ici, et qui n'est pas l'objectif du sujet. Peut-être qu'il existerait une version du sujet dans laquelle on demanderait une approche cinématique, mais c'est pas le cœur de la problématique. Par contre, ce qu'on peut rapidement vérifier ici, c'est la période de ces oscillations. La période de ces oscillations, elle correspond à quoi? Elle correspond à la période de rotation soit de l'axe rainuré, soit ici de l'axe qui porte le galet. C'est finalement la même. Donc cette période, je vais l'appeler encore une fois de façon originale T. Cette période, elle dépend de quoi? D'abord, elle dépend de la période de rotation du moteur. La période de rotation de l'axe moteur, c'est 60 pour 60 secondes sur 4000 ici
tours par minute, bien que je vais ici multiplier par un rapport de transmission. Attention, donc l'arbre rainuré tourne plus vite que l'arbre moteur, donc ici sa période sera plus petite, donc je vais multiplier par l'inverse cette fois-ci du rapport de transmission, qui devait être ici 19 sur 59. Si je calcule ça, eh bien je trouve 0,0048 ici secondes. Bien, est-ce que je peux vérifier ça sur mon graphe? Eh bien, une période, j'en ai une entre ici et ici. Ben, je vois que la durée de cette période-là correspond bien donc à mon calcul. Voilà, donc ces analyses-là, faites pour vérifier des choses rapidement, hein, un petit calcul avec la calculatrice, hein, dont je rappelle qu'on peut se munir pour cette épreuve-là, et puis vérification ici des échelles qui nous sont proposées. Est-ce que les erreurs sur les échelles sont volontaires ou pas? J'en sais rien. Peut-être que oui, pour vérifier donc un petit peu l'esprit critique du candidat. Pour ce qui est du couple, enfin, donc on a ce relevé dans la diapositive numéro 20. À noter que ici, si on lit bien, c'est juste le couple du module liaison hélicoïdale, c'est-à-dire uniquement, et c'est reprécisé ici, le couple qui est transmis par l'écrou à la vis. Ce qui veut dire ici que cette courbe-là ne dépend que de l'effort d'avance. Donc c'est le seul dont on tiendra compte. Le couple de coupe, ici CC, lui, c'est le couple qui est généré par le module glissière, qui est bien en amont dans notre système. Donc, si je ne m'intéresse qu'à l'effort d'avance FP, je m'intéresse à ce qui se passe dans la liaison hélicoïdale. Et dans une liaison hélicoïdale, on sait que le couple à transmettre, que je vais appeler ici par exemple CE pour le couple de l'écrou, il ici s'exprime sous la forme P sur 2pi, que multiplie l'effort à appliquer, et l'effort à appliquer ici c'est FP. Si je veux le couple en Newton-mètre, attention, j'exprime bien P en mètres, et si je fais mon calcul ici, eh bien je vais trouver un résultat qui est ici tout à fait conforme à ce qui m'est proposé, c'est-à-dire ici du 1,59, et si je veux rajouter derrière 16 newton mètre. Donc on est ici tout à fait dans la valeur moyenne du couple qui nous est fournie. Ensuite, si l'excentricité est non nulle, eh bien on voit que cet effort-là donc va varier de façon périodique autour de la valeur moyenne. Ici, petite critique au passage. En fait, ici, l'effort d'avance, cet effort d'avance, on pourrait imaginer que quand le forêt rentre dans la matière, eh bien il vaut bien les 1000 Nm, mais que quand eh bien, on recule le forêt pour que le copeau fragmente, que cet effort-là s'annule. Donc cette forme-là, elle nous est donnée avec un effort qui est constant, ce qui est pas forcément ici aussi vrai dans la réalité. Bien, ensuite, comment, du point de vue des équations, je pourrais obtenir ici ces variations-là? Si on nous dit que la simulation tient compte des inerties, eh bien, il faudrait ici établir une loi dynamique. On pourrait penser par exemple à un théorème du moment dynamique appliqué donc ici sur la vis en isolant qu'elle ici et en mettant comme action extérieure ici FP. Le couple de couple CC et donc ma transmission vis-écrou, et pour obtenir ces variations-là, eh bien, il faudrait pouvoir séparer le couple fourni pour la coupe qui est constant d'un couple ici qui va dépendre donc si je calcule CE de cette façon-là, eh bien implicitement je fais de la statique, c'est-à-dire que je me mets en régime établi,
Ce qui n'est pas faux quand l'excentricité ici est à 0 mm, puisque j'ai un mouvement ici uniforme de ma vis. Et on sait qu'en cas de mouvement uniforme, je peux ici librement appliquer les théorèmes de statique comme si c'était de la dynamique. Alors, quand l'excentricité est non nulle, eh bien, il y a des variations, et ces variations, il faut bien que je puisse les traduire sous forme ici d'une équation de dynamique. À ce moment-là, eh bien, dans cette équation de dynamique, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, comme d'habitude, si je mets en place un modèle de ce type-là, il faut absolument dire ce que j'isole. Par exemple, ici, bah, je vais choisir d'isoler la vis. Cette vis-là, bah, quelles sont ses liaisons avec l'extérieur, avec le bâti, bah, elle est finalement globalement en liaison pivot glissant parallèlement à un axe que je vais appeler X, qui est l'axe donc ici de la vis, et puis donc qui lui permet à la fois de tourner et de se déplacer. Et puis comme action extérieure, eh bien elle reçoit de l'écrou ici. Elle reçoit une action qui est ma liaison hélicoïdale ici, et puis de la pièce d'entrée, donc qui est la pièce 4 plus 9, une glissière ici qui permet de transmettre le couple. Qu'est-ce qui se passe derrière ici, je ne sais pas, mais c'est pas bien grave. Donc bah, je me rends compte que si je veux rendre compte ici de ce qui se passe dans la liaison hélicoïdale, il faut que je m'affranchisse de ce qui se passe dans la liaison glissière. Donc je vais faire un théorème de la résultante dynamique euh, ici en projection sur X. Ce théorème de la résultante dynamique, eh bien, il va se réduire à masse de la vis que multiplie son accélération, qui est la somme, ici projetée sur X, la pivot glissant n'apparaît pas, la glissière n'apparaît pas. Je me rends compte quand même que j'ai oublié une action, et que cette action-là, c'est FP ici, qui est appliqué par la pièce que je suis en train de percer. Et donc je vais obtenir ici du CE. Alors qu'il faut que je convertisse ici, pour la convertir, il faut que je multiplie par 2π et que je divise par P, moins ici, puisqu'elle résiste, mon effort de coupe. Donc bah, je sais que ma vitesse n'est pas constante, mon accélération ne l'est pas non plus. Je me rends compte qu'en régime établi, bah, cette équation-là, elle se réduit à ça, et je peux expliquer donc les variations ici, qui ne sont dues que à l'inertie dont on tient compte ici, qui est l'inertie de la vis. Question de 2 maintenant, qui fait appel donc à d'autres compétences, celle-ci plus du domaine de la conception mécanique. On nous demande donc de proposer, de réaliser un croquis du principe de fonctionnement d'une solution pour le désaccouplement. On a soulevé le problème que si on veut faire revenir le forêt en inversant le sens de rotation du moteur, et bien à ce moment-là, on va le faire à la vitesse qui est la vitesse d'avance, ce qui prendra donc ici trop de temps, d'où donc la nécessité à un moment donné de permettre ici une libération du mouvement de l'écrou ou du mouvement de la vis en découplant donc la couronne dentée de l'écrou. On peut faire une petite recherche sous forme ici mentalement d'arborescence. Donc ici on a besoin donc de permettre finalement indirectement le retour de la vis. Donc par rapport à l'écrou, eh bien deux solutions. Une fois qu'il sera désaccouplé de la couronne dentée, soit on le rend fixe par rapport au bâti, soit on le laisse libre de tourner par rapport au bâti. Si l'écrou est fixe par rapport au bâti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire ici reculer la vis, il faut la faire tourner. Et la seule façon que j'ai ici, c'est
d'utiliser donc la vitesse du moteur via l'autre chaîne de transmission de mouvement, et j'obtiendrai la translation par le système vis-écrou avec son pas de 10 mm. Ça va nécessiter ici une inversion de sens de rotation du moteur, qui est possible pour ce type de moteur, dont on a dit, malgré une petite imprécision dans le sujet, que normalement il était alimentation pneumatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette solution-là, il y aura deux phases de fonctionnement. La phase de fonctionnement en perçage, où on devra lier l'écrou et la couronne 19, et une phase de fonctionnement où il faudra immobiliser l'écrou. Ça peut pas se faire de façon spontanée, donc on va être obligé de le faire de façon mécanique. La solution qui vient à l'esprit, c'est une solution ici sous forme d'embrayage ou de frein qui bloquerait d'un côté l'écrou sur la couronne 19 et de l'autre côté qui immobiliserait l'écrou par rapport au bâti. On voit ici apparaître des problématiques. Première problématique, c'est que cet embrayage, il va falloir fournir l'énergie mécanique qui permettrait à un disque d'embrayage de venir soit d'un côté sur la couronne 19, soit de l'autre côté sur l'écrou. Donc, de préférence utiliser l'énergie qui est présente dans le système, donc mettre en place un système plutôt avec sous la forme d'un vérin pneumatique, éventuellement simple effet avec un ressort qui ramènerait le système systématiquement dans un des deux fonctionnements, peut-être plutôt le fonctionnement immobiliser l'écrou ici, qui permettrait de ne pas transmettre l'énergie du moteur quand j'ai pas besoin de le transmettre. Le deuxième problème, ça sera le problème donc de l'alimentation et de la commande de ça, qui devra se faire au travers de la pédale ou de la gâchette qui permet de déclencher le système. On voit que du point de vue technologique, ça va être un petit peu compliqué, un petit peu touffu. De l'autre côté, si on veut laisser l'écrou libre par rapport au bâti, si on laisse l'écrou libre par rapport au bâti, la vis est libre de translater, l'écrou tournera, mais il tournera tout seul par rapport au bâti. Et je me rends compte ici que le moteur n'est pas forcément utile si je prévois par contre un système de rappel, et ce système de rappel, c'est un système de rappel qui peut se faire au travers d'un ressort. Donc ça veut dire que pour cette solution-là, eh bien, soit donc j'entraîne l'écrou, soit je laisse tourner librement. On l'a déjà vu, vous l'avez déjà expérimenté sur vos vélos. Ça c'est le principe de la roue libre. Donc la roue libre, est-ce que ça va être compliqué à mettre en place? Non, pas tellement, puisque des roues libres, on peut en acheter qui fonctionnent très très bien et qui sont déjà conçues pour nous. On aura juste besoin d'agencer ici les pièces d'interface, d'un côté avec la couronne dentée et de l'autre côté avec l'écrou. Avantage de cette solution-là, c'est la simplicité. Petit désavantage, il peut y avoir du jeu dans ces roues libres, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit effet de bascule, de choc quand on vient réengrainer. Ça dépend vraiment de la qualité des roues libres qu'on s'est procuré pour le système. Autre problème, la roue libre, pour qu'elle transmette le mouvement dans un seul sens, il faut que le couple qu'elle est à appliquer soit toujours dans le même sens, sinon ça ne fonctionnera pas. On a pu voir dans les courbes de couple qu'en perçage ça pose pas de souci, parce que même si la valeur du couple fluctue, elle a toujours le même signe. C'est peut-être plutôt dans le fonctionnement à vide, en avance. Ce problème-là, il sera certainement résolu avec le système de rappel, qui lui, comme il amène ici
la vis en arrière, eh bien, appliquera toujours un effort qui est dans le même sens finalement que l'effort de perçage, donc il nous permettra d'avoir toujours ce couple dans le même sens, qui ne gênera pas donc le fonctionnement de la roue libre. Bon, on comprendra ici que le mieux, encore une fois, en conception, c'est d'avoir quelque chose de simple. Donc on va plutôt explorer cette solution-là. Je la propose ici sous la forme d'un croquis que je ne fais pas en direct parce que si je suis dans l'optique de la préparation de cet oral-là, ce petit croquis, je l'ai déjà fait à part sur une feuille de brouillon. On n'a pas le droit d'écrire sur le sujet. Peut-être que là, on fournit une vue de ce dessin-là, sur lequel on pourrait travailler au brouillon. Sinon, on esquisse ça rapidement, il faut être efficace. Je suis allé chercher sur internet des petites photos de roues libres. La plus simple, la plus élémentaire, c'est celle-ci. On voit qu'elle ressemble pas mal à une douille à billes, sauf que on a ce principe de roue libre par adhérence. Comment est-ce qu'on l'a choisi cette roue libre? On l'a choisi en fonction d'abord de l'encombrement qu'on a ici, et en fonction bien évidemment du couple qu'on va avoir à transmettre. On voit qu'il en existe de plus élaborés avec des organes de fixation. À l'extrême, si on en a les moyens, eh bien on pourrait faire concevoir à l'entreprise qui fabrique ces roues libres ici, une roue libre qui s'intégrerait parfaitement dans notre système. Ça a un coût élevé, majoré. On peut imaginer que ce système de perçage, il est produit à quelques dizaines d'exemplaires. Peut-être que ce n'est pas la peine d'engager des sommes aussi importantes. Donc, on va mettre en place ici des pièces d'interface. La pièce que j'ai esquissée en bleu ici, ça sera notre roue libre. J'ai pas d'idée d'encombrement, donc ici, j'en ai fait un ici de façon un petit peu pifométrique. Et donc j'ai besoin d'une pièce d'interface sur l'écrou, j'ai besoin d'une pièce d'interface sur la couronne dentée. Ces pièces d'interface, on ne perd pas les bonnes habitudes, elles sont l'une et l'autre respectivement encastrées. Donc on fait appel aux notions de mise et de maintien en position. Pour la douille rouge que j'ai mise en place ici, mise et maintien en position, eh bien sur cette demi-vue, on voit donc qu'on a un appui cylindrique prépondérant, un appui plan ici, et il nous reste un degré de liberté en rotation. Si je regarde le reste de mon système, je vois que on utilise pas mal d'assemblage vissé. Ici, est-ce que j'ai l'occasion d'utiliser cet assemblage vissé? Deux solutions. Soit je viens installer ici des vis de ce côté-là, il ne faut pas qu'elles dépassent, donc je verrai bien ici des vis qu'on appelle FHC, des vis à tête fraisée, à tête conique, qui viendraient affleurer. Autre possibilité, ici on peut tout à fait calculer un ajustement serré, ici, à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on calcule cet ajustement serré? En fonction des dimensions de l'assemblage, diamètre et longueur, en fonction du coefficient d'adhérence entre les matériaux, eh bien on va pouvoir déterminer la valeur du frettage ici, qui permet de transmettre le couple maximum à transmettre sur cet élément-là, qui correspond au couple qu'on a calculé précédemment, qui était le couple sur l'écrou. De l'autre côté, j'ai sur mon écrou des trous taraudés. Donc ici, eh bien, je vais utiliser un appui-plan prépondérant, un centrage court, et cet appui-plan prépondérant, je vais de la même façon à cet endroit-là installer des vis FHC, leur nombre et le couple de serrage à calculer encore une fois en fonction du couple à transmettre. Et donc je vais avoir réalisé ma liaison encastrement. Reste ici ma roue libre. Là aussi, en termes de simplicité et de diminution du nombre de pièces à réaliser, à usiner, à acheter, eh bien, je choisis donc de mettre en place ici un ajustement serré, un épaulement pour être sûr que ma roue libre ne va pas aller vers la droite ici et quitter la pièce rouge. Dernière chose qu'il faut que je prévoie sur la pièce rouge, c'est d'abord, comme c'est là-dessus que vont s'appuyer les vis, un peu le même principe que pour les roulements à billes.
Des surfaces qui sont usinées avec une bonne précision. Donc bonne précision, ça veut dire bonne cylindricité et un bon état de surface. Et puis ces surfaces-là, pour éviter l'usure, il faut qu'elles soient dures. Donc ici, eh bien, on va utiliser un traitement thermique. Le mieux ici, traitement de surface, la cémentation qui va permettre de durcir la pièce, éventuellement une trempe pour améliorer les caractéristiques mécaniques de cette pièce-là. Dernier élément, dernière question, la question de 3. Marquez 2 points sur cette question-là. Euh, alors on pourrait se dire, bah, il faut qu'elle mérite ces 2 points et qu'on va développer. Peut-être que, comme je l'avais précisé, les questions sont pas très équilibrées. Euh, Ici, eh bien, on nous demande quelle fonction ou système est nécessaire pour permettre le recul rapide du forêt. Bah, c'est le fameux système de rappel que j'ai euh, évoqué tout à l'heure. Ce système de rappel, bah, on voit que à l'intérieur de notre système, on n'a pas trop la place de le mettre en place. Eh bien, on peut le mettre en place de façon externe. Si on analyse, si on regarde la maquette numérique, eh bien, on voit que le forêt, il est prévu qu'il puisse ressortir ici de l'autre côté. Donc on peut imaginer soit de prolonger la vis, soit de rajouter une pièce vissée en bout de vis, en bout d'outil. Et cette pièce-là, donc, elle se prolongerait et on pourrait mettre en place un ressort tout simplement de compression et qui permettrait donc de tirer la vis vers l'arrière. Si on veut présenter la solution, eh bien on peut la schématiser. On reconnaît ici l'arrière de l'unité de perçage autonome extraite du plan d'ensemble. Bien évidemment, sur votre feuille de brouillon, vous n'avez pas les moyens de recopier ça. Donc on fait un cube pour représenter cette pièce-là. Je reconnais en noir ici l'extrémité de la vis qu'on aura prolongée ou sur laquelle on aura rapporté une pièce et on met en place un ressort de rappel que j'ai défini ici en rouge. Attention, le ressort lui est fixe par rapport au bâti, la vis tourne, donc on est obligé de laisser une liberté entre ces deux éléments-là, liberté en rotation. Donc je prévois une pièce supplémentaire que j'ai schématisée en vert. Attention ici, c'est pas un schéma cinématique, c'est plutôt un schéma qu'on dit technologique. Donc cette pièce-là, elle permet à la vis de tourner librement sans entraîner en rotation le ressort. On peut considérer que il y a un petit danger avec la vis qui tourne et le ressort d'accès à ce niveau-là. Rien ne nous empêche de prévoir une petite caractérisation pour protéger l'utilisateur. On voit à ce moment-là que du point de vue conception, on a pensé un petit peu à tout. Est-ce que cet ensemble-là a besoin d'être très encombrant? On a vu que la profondeur de perçage, donc encore une fois, n'était pas très importante. Donc cet ensemble-là ne rajoutera pas un encombrement majeur, ni ici du poids pour l'utilisateur.